Donc, le sujet de cette présentation est de parler des diagnostics étiologiques et différentiels du trouble développemental de la coordination. On va donc repartir, c'est le fil conducteur de la journée de la définition du DSM-5 avec le point D qui concerne le fait que les déficiences des compétences motrices du TDC ne sont pas mieux expliquées par un handicap intellectuel. Une déficience visuelle ne sont pas imputables à une affection neurologique motrice, et c'est cette terminologie-là qu'on va beaucoup s'attarder au cours de la présentation. Exclure un diagnostic ne veut pas dire que on ne peut pas parler des aspects étiologiques qui ont déjà été abordés par le docteur Gonzalez-Monge ce matin. Certaines hypothèses ont pu être émises suite aux études épidémiologiques des patients présentant un TDC, puisqu'on retrouve des facteurs de risque qui sont la prématurité, le petit poids de naissance, la bronchodysplasie, les antécédents familiaux, et qu'on a aussi un sexe ratio avec une prédominance d'enfants, d'hommes, de garçons atteints. Ces données permettent d'émettre des hypothèses. L'aspect génétique, d'une part, devant le fait qu'effectivement on a des familles, des antécédents familiaux souvent, le sexe ratio masculin, avec, selon les données de l'expertise INSERM de 2019, des éléments concernant des jeunes candidats pour des patients qui présentent une association de TDC et de TDAH, des éléments de piste aussi pour le système des voies dopaminergiques, mais plutôt sur des modèles animaux. L'autre hypothèse, et ça le docteur Gonzalez-Monge en a déjà beaucoup parlé ce matin, donc j'ai un petit peu accéléré sur ça, c'est des aspects d'anomalies cérébrales, soit sur des analyses de volumétrie, d'épaisseur corticale, avec une assez importante variabilité des régions concernées selon les études, ou d'imagerie fonctionnelle, donc des imageries faites pendant des tâches réalisées par les patients. Et là encore, on a certes des anomalies, mais également une assez grande variabilité des études, et finalement assez peu de données. On ne peut pas dire, il n'y a pas l'imagerie cérébrale, l'IRM, ne permet pas de diagnostiquer un TDC. Par contre, tous ces examens, que ce soit génétique ou d'imagerie cérébrale, ont toute leur importance dans la deuxième partie de la présentation qui va concerner le diagnostic différentiel. Alors, dans un souci peut-être de simplification un peu extrême, on a choisi de parler d'une part de causes acquises qui peuvent s'exprimer par le biais de troubles moteurs et de causes non acquises, plutôt génétiques. Dans les causes acquises, la principale cause de troubles moteurs permanents, c'est la paralysie cérébrale. 17 millions de personnes dans le monde, une prévalence importante. Finalement, qu'est-ce que c'est que la paralysie cérébrale ? Ce sont des patients qui présentent des troubles moteurs qui sont liés à une lésion cérébrale de plusieurs causes possibles, vasculaires, des événements périnataux, asphyxiques, la grande prématurité, des événements traumatiques. Tous ces événements pouvant survenir soit avant, pendant et jusqu'à 2 ans après la naissance. Ces patients présentent une atteinte motrice extrêmement variable, une très grande hétérogénéité clinique, et ont souvent, en plus des troubles moteurs qui vont entraver leur autonomie en termes de déplacement, une atteinte de la motricité fine, de la coordination, de l'habilité manuelle. En plus, souvent de comorbidités associées, épilepsie, troubles cognitifs, troubles neurosensoriels. Dans un deuxième domaine de la recherche du bilan étiologique, on a les causes génétiques. Alors, il va possible d'aborder l'ensemble des causes génétiques qui peuvent donner des troubles moteurs. On va s'attacher en particulier à certaines pathologies chromosomiques ou monogéniques, certaines pathologies plutôt neurodégénératives, et ça sera peut-être plus dans la partie des mouvements anormaux, et ce qui concerne les pathologies neuromusculaires, notamment certaines atteintes de type dystrophie myotonique de Steinert. Si on revient un petit peu, cela dit, sur la paralysie cérébrale dont je vous parlais à l'instant, on se rend compte finalement quand même qu'on ne parle pas forcément
tout le temps la même chose. En tout cas, l'étiologie n'est pas forcément retrouvée de façon très claire chez un nombre assez significatif de ces patients, puisque les causes dont je vous parlais, par exemple périnatale, anoxie périnatale, c'est moins de 10% des cas connus de paralysie cérébrale. Et que dans certaines études, jusqu'à 50% des patients dits présentant une paralysie cérébrale n'ont finalement pas de cause connue extrêmement évidente. Et que dans une assez grande méta-analyse publiée récemment en 2023, chez des patients qui ont eu des analyses complémentaires génétiques en exome, c'est-à-dire une étude des parties codantes des gènes, on retrouve pratiquement un tiers de patients qui présentent en fait une anomalie génétique, alors qu'ils étaient jusque-là présentés comme ayant une paralysie cérébrale. Donc attention effectivement à bien nommer les choses pour bien mettre en place les bons suivis, les bonnes rééducations et la bonne information aux familles. Dans les causes génétiques, on va donc parler de certaines pathologies. Une pathologie assez fréquente qui nous a paru intéressant d'aborder parce qu'elle se présente finalement assez fréquemment sous l'abord des troubles d'apprentissage, troubles de la coordination, dans pratiquement la moitié des cas. C'est la neurofibromatose de type 1, donc une maladie neurocutanée, autosomique dominante, avec une atteinte qui peut être de plusieurs organes, la peau avec ses taches caféolées bien visibles, le cerveau avec de potentielles tumeurs cérébrales, gliomes optiques qui participent évidemment à la sévérité de l'atteinte, et ophtalmologique. Et je laisse la parole à Marie-Aude. On vient de parler du concept de paralysie cérébrale. C'est un concept qui a évolué, qui a été revisité, comme on l'a vu au cours du temps. Et quand un patient finalement est adressé au médecin pour des troubles moteurs, qu'est-ce qui peut nous orienter vers une cause génétique lorsqu'il n'y a pas de cause acquise très évidente, périnatale ou postnatale, ou lorsque finalement l'évolution du patient elle est atypique pour finalement juste une conséquence, une séquelle de cause périnatale. Alors il y a plusieurs éléments, effectivement parfois aussi on peut avoir un bout de l'histoire clinique qui manque, parfois le phénotype du patient peut évoluer et on va essayer comme on peut de colliger les différents éléments qui sont à notre disposition pour rechercher les drapeaux rouges finalement qui pourraient nous inciter à rechercher une cause étiologique. Alors bien sûr, il y a l'histoire périnatale, les antécédents, un enfant effectivement qui n'a pas d'histoire de facteur de risque périnatal de lésion cérébrale, s'il y a des antécédents familiaux de cause génétique, une consanguinité, la notion de microcéphalie néonatale, les symptômes aussi moteurs pour le médecin peuvent être des indicateurs, notamment s'il y a des signes moteurs qu'on dit paroxystiques, en opposition avec les signes moteurs permanents qui font partie de la définition de paralysie cérébrale, ou des signes moteurs qui peuvent être fluctuants parfois dans une même journée, on en parlera tout à l'heure, qui peuvent orienter vers des pathologies en particulier. Si le signe moteur au premier plan est une hypotonie ou une ataxie, ça doit aussi nous alerter en se disant est-ce qu'il n'y a pas finalement une cause génétique derrière, des signes d'atteinte neuromusculaire bien sûr. Lorsque le patient présente des mouvements anormaux à type de dystonie sans spasticité, un tableau clinique de paraparésie spastique sans qu'il y ait forcément d'histoire périnatale claire ou une IRM en faveur d'une cause périnatale, et des mouvements oculaires anormaux dont certains mouvements peuvent nous orienter vers une pathologie en particulier. Les signes associés également, lorsqu'il y a l'atteinte d'autres organes, vont nous orienter peut-être vers une pathologie génétique. L'évolution des symptômes elle est extrêmement importante aussi. S'il y a l'apparition de signes moteurs après un développement moteur initial normal, la notion de régression, voilà, ça c'est plutôt une urgence, effectivement, on doit faire consulter des signes neurologiques progressifs et l'aggravation clinique dans certaines situations particulières, qu'on dit situations cataboliques, fièvre, infection, jeûne, qui peuvent nous orienter vers des maladies métaboliques en particulier.
Les données de l'imagerie aussi, toujours savoir se re-questionner. Est-ce que c'est des lésions vraiment typiques de paralysie cérébrale? Savoir relire les images. Des images qui évoqueraient plutôt une atteinte neurodégénérative. Lorsqu'on a des anomalies isolées de certaines structures, notamment les pallidies, nous font penser à certaines pathologies. Et toujours se questionner aussi quand on a une IRM cérébrale normale avec un déficit fonctionnel très sévère. Alors du côté du professionnel paramédical, quelles sont les alertes? Quand est-ce qu'on doit se questionner sur une cause génétique sous-jacente? Alors l'histoire clinique, on n'a pas toujours forcément tous les éléments. Souvent, ce sont aussi l'association de plusieurs éléments qui vont nous dire attention, peut-être qu'il y a quelque chose de génétique derrière. Donc les antécédents familiaux de pathologie génétique, cette notion, si on l'a, de microcéphalie. Toujours ces troubles moteurs paroxystiques, on peut avoir à l'anamnèse des parents et ces fluctuations diurnes. Donc l'apparition de difficultés motrices après un développement moteur initial normal, la notion de régression ou d'aggravation des troubles moteurs, et toujours si on a la notion d'une IRM qui est normale avec un patient qui est extrêmement gêné sur le plan moteur. Les signes associés aussi, et dont l'atteinte cutanée dont a parlé Camille. Et puis parmi les symptômes, alors quand il y a une hypotonie importante ou une rigidité qui prédomine au premier plan, en général ces patients sont quand même déjà suivis sur le plan médical, où ce sont des symptômes relativement évidents qui vont conduire à une consultation médicale rapidement. Pensez aux mouvements oculaires anormaux et puis aux mouvements anormaux, et ces mouvements anormaux sont parfois plus difficiles à reconnaître, à diagnostiquer, y compris pour le médecin, et on va se focaliser plus particulièrement sur ces mouvements anormaux. Je vais vous présenter les principaux mouvements chez l'enfant. Pour pouvoir les reconnaître, il faut les avoir vus, donc je vais vous présenter quelques vidéos. Et pourquoi les reconnaître? Parce qu'il peut y avoir des enjeux derrière, et notamment des enjeux thérapeutiques. Alors, qu'est-ce que c'est la pathologie du mouvement? C'est un trouble de la programmation et de l'exécution du mouvement. Les mouvements anormaux sont des symptômes d'un dysfonctionnement, d'une lésion ou d'une pathologie dégénérative des noyaux gris centraux, ce qu'on va appeler le système extra-pyramidal, et qui s'oppose à la voie centrale de l'exécution volontaire du mouvement, ou qu'on va appeler système pyramidal ou du cervelet. Donc, c'est un trouble neurologique qui va comporter soit un excès de mouvement, on va appeler ça les mouvements hyperkinétiques ou dyskinésie, ou une pauvreté des mouvements volontaires ou automatiques, hypokinésie, bradykinésie, c'est ce qu'on retrouve par exemple dans la maladie de Parkinson. Et ces mouvements anormaux ne sont pas liés à une faiblesse musculaire ou à la spasticité. Donc juste un petit peu d'anatomie. Le cerveau en coupe coronale et axiale, donc tout autour, c'est ce qu'on va appeler donc, le cortex cérébral, donc la substance blanche, les fibres nerveuses. Et puis ces structures colorées qui sont les noyaux gris centraux, le système extra-pyramidal avec le putamen, le pallidum, thalamus, noyau caudé, et également le noyau sous-thalamique ou la substance noire, et tout ça forme ensemble les ganglions de la base. Donc un mouvement volontaire, il est finalement déclenché par le cortex moteur via les neurones qui vont se projeter vers les motoneurones du tronc cérébral et de la moelle épinière. Et pour que ce mouvement il soit bien réalisé, cohérent, bien coordonné, d'autres systèmes, zones cérébrales vont intervenir. C'est ce qu'on appelle donc le système extra-pyramidal qui comprend les noyaux gris centraux et le cervelet. Alors la classification des mouvements anormaux, elle repose sur la distinction entre les mouvements hypokinétiques, donc ce qui va être la kinésie, bradykinésie, la rigidité, donc ce qu'on va retrouver, comme je le disais, plutôt dans la maladie de Parkinson par exemple, c'est plutôt rare chez l'enfant, et en opposition les mouvements hyperkinétiques qui sont plus fréquents chez l'enfant, on va en parler, dont la dystonie, la chorée, le tremblement, les myoclonies et d'autres. Sur le plan étiologique, ces mouvements anormaux peuvent être le symptôme de causes secondaires liées à des lésions cérébrales, un trouble du métabolisme des neurotransmetteurs, on en verra un exemple, des maladies métaboliques, dégénératives, ou encore des causes autres exogènes.
Ça peut aussi être finalement le symptôme de forme qu'on dit primaire ou génétique. Et dans ce cas-là, en général, l'IRM cérébral va être plutôt normal. Donc, comme je disais, les mouvements anormaux hyperkinétiques sont les plus fréquents chez l'enfant, qui comprennent la dystonie, la chorée, les dyskinésies, myoclonie, ataxie, tremblement ou encore tic. On va revenir sur ces mouvements. Ces mouvements anormaux interfèrent avec la motricité, avec bien sûr des conséquences plus larges au niveau scolaire, social. Quel est l'intérêt d'un diagnostic? C'est que finalement, ils peuvent être le symptôme d'une pathologie génétique sous-jacente, pathologie qui peut avoir un traitement symptomatique ou curatif en particulier, et donc permettre d'avoir une médecine de précision. Ça permet aussi de préciser, dans certains cas, le pronostic, de finalement surveiller ou prévenir les complications associées à cette pathologie, et c'est important pour le conseil génétique. Il y a également des enjeux rééducatifs parce que finalement, pour des patients qui ont des mouvements anormaux, on va peut-être aller plus facilement et rapidement vers des outils de compensation. Alors comme je le disais, ces mouvements peuvent être difficiles à diagnostiquer, y compris pour le médecin. L'analyse clinique en elle-même, sémiologie, reconnaître le mouvement anormal. Il peut y avoir une intrication de plusieurs mouvements anormaux. On peut avoir un trouble du neurodéveloppement associé, ce qui va compliquer les choses. Que certains patterns moteurs sont en lien avec une immaturité cérébrale et ne sont pas forcément pathologiques. C'est le cas par exemple de la gesticulation du nourrisson qu'on pourrait décrire un petit peu de choréique et qui n'est pas du tout pathologique, qui est seulement lié finalement à la maturation du cerveau. Le début précoce de ces mouvements anormaux qui peuvent interférer avec le développement psychomoteur normal. Et puis les symptômes peuvent évoluer avec le temps et le développement de l'enfant. Donc de ces difficultés, il en découle des errances diagnostiques. Un enfant qui a des mouvements anormaux, on peut penser qu'il bouge beaucoup et parfois à tort diagnostiqué de TDAH. Un enfant qui a des mouvements anormaux va être gêné sur le plan de la motricité et peut-être que parfois, par excès, on va évoquer un trouble de la coordination. Alors j'insiste aussi sur le fait que parfois, effectivement, même en consultation médicale, on peut passer à côté et que finalement les professionnels non médicaux peuvent finalement voir ces enfants de manière régulière et peuvent alerter et reconnaître ces mouvements anormaux. Et en mouvements anormaux, on aime bien les vidéos, on filme beaucoup. Pourquoi? Parce que de revoir les vidéos, parfois on remarque des choses qu'on n'avait pas vues le temps de la consultation. On filme à différents moments aussi, lors des différentes consultations, ce qui permet aussi de comparer les vidéos et de voir finalement s'il y a des nouveaux symptômes, s'il y a une aggravation, s'il y a une évolution de ces symptômes. Alors je reprends juste cette étude que je trouve intéressante et qui illustre les difficultés diagnostiques entre un TDC et d'autres pathologies neurologiques, avec 3 groupes. Un groupe qui comprend des enfants avec une ataxie de début précoce. Donc une ataxie, c'est un trouble de l'équilibre plutôt d'origine cérébelleuse. Dans ce groupe-là, c'est des patients qui ont un diagnostic génétique établi. Un autre groupe de patients avec TDC et dont les diagnostics différentiels par des examens complémentaires ont été réalisés. Et un 3e groupe de patients avec une hypotonie et une hyperlaxité, hypotonie centrale, sans cause sous-jacente. Et donc les auteurs montrent bien qu'en fait, les cliniciens, dans un grand nombre de cas, n'arrivent pas à classer les patients entre TDC sévère et ataxie de début précoce, peu sévère, avec un chevauchement des signes et des symptômes dans les 2 groupes. Également aussi sur des scores cliniques, notamment par exemple le score SARA, qui est un score pour l'ataxie. Il y a aussi un chevauchement de ces scores entre ces 2 groupes. Donc ils évoquent les difficultés diagnostiques, le fait aussi qu'on peut avoir des éléments ataxiques, parfois dystoniques ou choréiques à minima, qui sont présents chez les patients avec TDC, qu'il n'est pas toujours possible de préciser si le trouble de la coordination est progressif ou non. Et finalement, ce n'est pas si étonnant d'avoir ce chevauchement-là, puisqu'il y a des mécanismes physiopathologiques communs entre ces 2 entités. Donc des réseaux concernent le cervelet, les ganglions de la base et le lobe pariétal ou encore frontal. Donc il conclut que le phénotype moteur n'est pas toujours suffisant pour distinguer une ataxie de début précoce de forme plutôt légère et un trouble de coordination sévère.
Et donc effectivement, dans la pratique même, on est amené à faire des examens complémentaires chez des patients avec un trouble de coordination de forme sévère, IRM cérébrale, panel de gènes, en y intégrant l'histoire familiale, l'examen neurologique, est-ce qu'il y a d'autres signes qui peuvent nous orienter, et puis l'évolution, la réévaluation de ces patients avec parfois l'apparition de nouveaux symptômes ou une aggravation de ces symptômes. Alors je vais reprendre un petit peu quelques-uns de ces mouvements anormaux, les plus fréquents, comme je vous le disais. Pour pouvoir les reconnaître, il faut déjà les avoir vus une fois. Donc on va commencer par la dystonie, qui est une contraction musculaire soutenue ou intermittente, qui fixe un membre ou un segment de membre dans une position extrême, une posture anormale. Parfois ça peut être une posture en torsion, parfois associée à un tremblement, et elle peut être souvent déclenchée ou aggravée par le mouvement involontaire. Dans les traitements, le traitement peut être soit symptomatique avec des molécules comme l'artane, vous avez peut-être entendu parler, les benzodiazépines, les injections de toxines botuliques. Pour certains patients avec des formes génétiques, la stimulation cérébrale profonde, qui est l'implantation d'électrodes au niveau des noyaux gris, peut permettre d'améliorer les choses. Et puis pour certaines de ces pathologies dont on va parler, il existe un traitement curatif, et notamment des formes de dystonie dopa-sensible avec un traitement par dopamine qui permet d'améliorer ces patients. Alors la chorée, c'est un mouvement involontaire, arythmique, dansant, imprévisible, souvent distal, avec les enfants qui ont une hypotonie de fond. On parle de balisme quand ces mouvements sont plutôt très proximaux. Alors les myoclonies sont des secousses musculaires brusques, brèves, en éclairs, focales. Il existe des myoclonies épileptiques ou non épileptiques. Ces deux patients ont une pathologie génétique qu'on appelle dystonie dite 11 ou dystonie myoclonique, avec en général des myoclonies d'action, des membres supérieurs, cervicales, du tronc, une dystonie qui peut être associée. Et ces patients aussi répondent très bien à la stimulation cérébrale profonde. Le tremblement, je finirai sur le tremblement, donc, qui sont des oscillations régulières du corps ou d'une partie du corps autour de sa position d'équilibre. La topographie peut être différente. Les circonstances, repos, posture, action, les causes peuvent être multiples. Vous connaissez peut-être le tremblement essentiel qui est connu, en tout cas bien connu chez l'adulte, chez lequel on peut mettre un traitement médicamenteux en place, mais c'est surtout aussi les rééducations, les compensations qui vont aider. Le tremblement essentiel existe aussi chez l'enfant, il est moins connu, il y a quelques articles qui sortent actuellement. Donc on voit ce mouvement plutôt rythmique, régulier, contrairement aux petites secousses qu'on voyait myocloniques. Et un tremblement plutôt d'action, ce patient a un tremblement essentiel et donc avec une gêne dans les activités de motricité fine et au niveau scolaire. Et je finis sur l'ataxie, qui est une perturbation de l'équilibre et de la coordination motrice. Selon les classifications, elle fait ou pas partie des mouvements anormaux. Elle doit être distinguée d'un déficit moteur, d'une paralysie, d'une apraxie ou d'autres mouvements anormaux qui peuvent perturber le geste volontaire. Et puis on l'a vu, TDC versus troubles neurologiques sous-jacents, c'est pas toujours évident de les distinguer. Et c'est l'intensité, l'association à d'autres signes neurologiques cérébelleux ou autres, et puis la trajectoire développementale, l'évolution qui va nous aider. Et c'est donc l'occasion de finir par vous parler d'une pathologie qui s'appelle la dystrophie musculaire de Steiner, pathologie neuromusculaire, assez rare pour le coup, on est sur une prévalence de 1 pour 20 000 individus, qui se présente avec un âge de début et une sévérité extrêmement variable liée au mécanisme génétique sous-jacent, enfin une répétition de triplés dans le gène, avec un gène qui s'exprime dans plusieurs organes et tissus, et donc cette pathologie a une expression multisystémique. Et en ce qui concerne les symptômes neurologiques, ce qui prédomine, c'est la faiblesse musculaire, la myotonie, et tout cela va engendrer des troubles de la motricité, de la coordination, qui peuvent s'exprimer au premier plan et être le mode d'entrée dans la consultation, la vie médicale ou thérapeutique. Donc c'est important de le connaître. Et donc, en conclusion, quand penser à orienter, et surtout orienter avec un certain degré d'urgence, devant un patient qui consulte pour un TDC, c'est devant une histoire clinique un peu suspecte, une apparition de symptômes après un intervalle libre, c'est-à-dire un enfant qui va parfaitement bien, aucune plainte, et tout d'un coup, il y a un phénomène moteur qui est présent. Évidemment, si on observe une régression motrice, voire cognitive, un enfant qui savait faire quelque chose, qui ne sait plus le faire. Donc ça, c'est l'importance de l'évaluation de la trajectoire de développement dans l'anamnèse et dans l'observation. Au-delà de tout ça, il y a l'observation clinique en consultation. C'est, comme on vous l'a dit un peu plus tôt, l'examen extra-neurologique. Et la présence
ou pas de mouvements anormaux, que les parents peuvent avoir un petit peu de mal à nommer, évidemment, en consultation, mais qui peuvent se révéler par le geste, par l'action, comme on l'a vu. Cet enfant, c'est vraiment à l'action, à l'écriture, par exemple. Et donc ça, c'est vraiment très important de dire aux parents de filmer soi-même, pour pouvoir avoir une meilleure évaluation, un suivi, reprendre les choses dans un deuxième temps. Et c'est l'occasion de vous parler aussi du fait que Mario et moi, on a une consultation multidisciplinaire de mouvements anormaux pédiatriques à l'hôpital de Haute-Pierre avec Florence, ergothérapeute, où on voit un certain nombre de patients atteints de ce type de pathologie.